Imagine la scène. Tu es Margot, jeune épouse d'à peine 15 hivers, au seuil d'un petit logis de pierre, en l'an 1347. Ton mari, Henrik, presque 2 fois ton âge, s'avance vers le lit nuptial. Les joncs au sol crissent sous tes pas fébriles. La lueur des chandelles vacille sur son visage buriné. Il a été choisi par ton père pour 3 porcs et un demi-arpent d'orge. Tes mains tremblent sur la chemise de laine rêche que ta mère a cousue pour cette nuit, la même qu'elle portait, et que sa mère avant elle. De l'autre côté des parois minces, ses compagnons, échauffés par l'âle, braillent des encouragements grossiers et cognent des cuillères contre des pots. Ils ne s'éloigneront que lorsqu'ils auront entendu la preuve de la consommation. Ton souffle se coupe par saccades, tandis que les doigts calleux d'Henrik effleurent le lacet à ton cou. Les avertissements murmurés par ta mère au sujet des devoirs conjugaux te reviennent. Et tu te demandes si quoi que ce soit pouvait te préparer à ce qui t'attend dans cette chambre exiguë et enfumée, imprégnée d'odeurs de laine humide et de corps non lavés. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est la réalité de l'intimité au Moyen Âge, un monde où les pratiques sexuelles sont façonnées par la superstition, la crainte religieuse et des instincts de survie qui nous paraîtraient aujourd'hui étrangers à l'idée même de désir et de romance. Si tu aimes explorer ces pages cachées de l'histoire, abonne-toi et dis-nous d'où tu nous regardes. C'est vertigineux d'assembler ces fragments depuis des endroits si différents, unis par la même curiosité. Note méthodologique, plusieurs éléments, diffusion réelle de certaines coutumes, précision des chiffres, portée exacte des interdits, font débat. Ce récit restitue croyances, pratiques et représentations telles qu'elles sont rapportées dans les sources et traditions. La chambre médiévale est un champ de bataille. Les corps y deviennent territoire politique. La doctrine de l'Église y heurte des usages païens. Les moments les plus intimes sont encadrés par des règles si restrictives qu'elles feraient frissonner un lecteur moderne. Il ne s'agit pas de choix privés, mais de salut éternel, d'honneur familial, parfois de vie ou de mort. Dans le monde de Margot, la notion de viol conjugal n'existe pas. L'épouse est juridiquement assimilée à un bien. Le sang menstruel est réputé dangereux au point d'abîmer les récoltes. Une mauvaise position pourrait damner ton âme pour l'éternité. Le lit conjugal n'appartient jamais tout à fait au couple. La communauté, l'Église, les superstitions y ont leurs droits. À l'automne 1347, les noces de Margot et d'Henrik ne sont ni champagne ni danse. C'est une transaction scellée par des fluides, sous l'oreille des voisins qui peuvent exiger la preuve de la consommation. Le rituel commence bien avant qu'ils se touchent. On couche les époux, invités qui les traînent jusque dans la chambre, les dévêtent en chantant des refrains lestes, puis attendent hors de la porte les signes sonores d'une union désormais contraignante. Les amis d'Henrik n'acceptent de s'éloigner qu'après les gémissements de douleur censés attester la rupture de l'hymen et donc la validité du mariage. Car la virginité de la mariée, au sens où on l'entend alors, est capitale. Si les draps ne portent pas de sang, on peut renvoyer la jeune femme à sa famille en déshonneur, la soupçonner de tromperie, parfois pire. Sous cette pression, certaines feignent la trace attendue, se piquent un doigt ou recourent à du sang d'animal. Marqué par une médecine défaillante, le temps confond le tissu hyménal avec une membrane supposée fermer le vagin, ignorant sa variabilité et ses modes de rupture non sexuels. Ils ignoraient aussi qu'un hymen peut se rompre en dehors de tout acte sexuel, par exemple lors de l'équitation ou du port de lourdes charges. La violence structurelle enveloppe tout. Le droit du mari s'impose. Refuser, c'est risquer sa colère dans un monde où la brutalité domestique est tolérée. C'est aussi redouter la damnation. Des pères de l'Église affirment qu'un homme aimant trop ardemment sa femme est déjà adultère de cœur. L'idée s'imprime. Le plaisir excédentaire corrompt l'âme, même dans le mariage. Ce n'est pas qu'un traité lointain. C'est une norme qui descend jusqu'au lit. Thomas d'Aquin, dans sa somme théologique autour de 1265, encadre l'acte. Jours proscrits, carême, période liturgique, certains jours de la semaine. Saison défavorable et une seule configuration licite, face à face, l'homme dessus. Toute variation contre nature devient péché. Interdit des pratiques orales. Interdiction pendant les règles, la grossesse, l'allaitement. En additionnant ces verrous, on calcule qu'un couple ne devrait s'unir qu'une 50aine de jours par an. Une mère transmet ses règles, apprises au confessionnal.
Si Henrik approche un mercredi de carême, Margot se voit sommée de choisir entre obéir à son mari et risquer son âme, ou refuser et affronter la sanction domestique. La médecine renforce cette chape de plomb. Héritée des anciens, elle décrit la femme comme un homme imparfait. Ses organes seraient des équivalents inversés. Vagin-pénis retourné, ovaire-testicule interne. De ces erreurs découlent des idées lourdes de conséquences. On prétend que les femmes nécessitent des stimulations longues et plusieurs sommets pour concevoir, et que, sans plaisir, la conception ne saurait advenir. Des auteurs comme Constantin l'Africain enseignent précisément cette nécessité de l'orgasme féminin, doctrine qui pèsera jusque dans certaines décisions judiciaires. Cette croyance entraîne une conclusion terrible. Une grossesse après agression devient pour certains tribunaux la preuve d'un consentement. S'ajoute le spectre de l'utérus errant. On affirme que la matrice se déplace dans le corps, étranglant le cœur ou fuyant vers le bas, contente de guider, par fumigation parfumée ou odeur repoussante selon la direction souhaitée. À côté de la médecine savante, des savoirs populaires perdurent. Les sages-femmes et guérisseuses, parfois désignées plus tard comme sorcières, conservent herbes, rituels et recettes pour favoriser la conception, l'empêcher ou chercher un enfant mâle. Dans les bois proches du village de Margot, on cueille à la lune des plantes précises. La menthe pouliot ou la tanésie infusée peuvent prévenir une grossesse. Mais la frontière entre dose utile et dose mortelle est ténue. La racine de mandragore, figurée en forme humaine, s'arbore en amulette. On en fabrique de fausses en taillant la brionne. L'Église condamne, pourtant les fidèles n'abandonnent pas. La frontière entre remède et magie est floue. On prie Sainte Marguerite pour l'accouchement, et l'on enterre un morceau de délivrance sous le seuil pour la fertilité à venir. On porte le crucifix au cœur tout en glissant un morceau d'ambre entre les seins pour éviter la fausse couche. La contraception, elle, est un mélange de superstition et de péril. On dit de sauter 7 pas en arrière après l'acte ou de boire du vin mêlé à des abeilles réduites en poudre, remède où la croyance l'emporte sur la prudence. Plus sinistres sont les préparations au mercure, au plomb et autres toxiques qui tuent parfois avant d'empêcher quoi que ce soit. Or, la grossesse non désirée peut briser une vie. Sans moyens fiables, les femmes vivent sous la menace continuelle de la mort en couche. La mortalité maternelle est effrayante et l'on évoque qu'une femme sur 3 meurt pendant ou peu après l'accouchement. Pour une célibataire, c'est la ruine sociale. L'infanticide, condamné, existe comme ultime geste de détresse. L'honneur familial se joue dans le corps de la fiancée. La virginité est dot, plus précieuse que bétail. On attend le drap marqué, on dissèque les rumeurs. Le droit canon ajoute ses propres enquêtes, sans consommation, pas de mariage valide. Des cours ecclésiastiques interrogent séparément époux et épouses, examinent les récits de la nuit de noces, scrutent le corps de la femme, questionnent les voisins qui ont entendu. La position tolérée par l'Église est unique, tout le reste est suspect. La femme au-dessus serait une inversion de l'ordre masculin. L'union par derrière, bestiale. Et pourtant, sous cette doctrine, la réalité est plus nuancée. Les fabliaux racontent des ébats qui feraient pâlir un confesseur. Souvent déclamés par des ménestrels dans les tavernes et sur les places, ces récits témoignent d'un contre-discours populaire face aux normes ecclésiales. Une littérature courtoise, chez André Le Chapelain notamment, décrit des rituels d'approche, des conseils, des techniques. Dans certains milieux nobles, on sait faire davantage que ce que l'on dit. Mais ceci reste clandestin, car la découverte expose, excommunication, exil, parfois mort. La peur ne vient pas seulement des hommes ou des prêtres, elle descend du ciel, dit-on. Incubes et succubes ne sont pas que folklore. Des auteurs ecclésiastiques les tiennent pour acteurs réels, capables d'emprunter forme humaine pour séduire, soutirer la vitalité. Le succube est tenu responsable des émissions nocturnes, les pollutions et des pensées impures, on moralise jusqu'au rêve. À l'inverse, l'incube, figure masculine, menacerait tout spécialement les femmes. Plus fort, il les terrasserait. Des songes paralysants, ce que nous décririons aujourd'hui comme une paralysie du sommeil, deviennent agressions démoniaques. On prescrit exorcisme, purification. Parfois, on brûle des sorcières. On croyait même qu'un démon pouvait d'abord prendre forme féminine pour soutirer la semence à un homme, puis se transformer en mâle pour féconder une femme avec ce sperme volé. Autour des règles, l'effroi se concentre. On attribue au sang menstruel des pouvoirs corrosifs.
Abîmer le vin, émousser les lames, rendre les chiens furieux. Une femme réglée polluerait le sacré, la cuisine, la maison. Dans plusieurs communautés, elle doit séjourner dans des huttes dédiées hors de l'enceinte jusqu'à la fin de son flux. On y voit châtiment d'un péché premier. La honte devient mensuelle. La médecine répète que si ce sang ne s'écoule pas correctement, il empoisonne la femme. On ordonne saigner, purge, remède risqué. Certains médecins recommandent l'union sexuelle comme cure, persuadés que la semence masculine neutralise les toxines. Les femmes, elles, organisent leur propre savoir. Mousse, linge, peau de mouton en protection, suivi du cycle par les phases lunaires, tisane pour apaiser et réguler, un patrimoine discret, transmis de mère en fille, à l'abri des regards accusateurs. La compatibilité sexuelle, selon le temps, se calcule. Humeur chaude, froide, sèche, humide, astrologie et physique des corps. Chez les riches, des médecins examinent la future épouse, jugent sa complexion, la largeur de hanche, on évalue aussi l'appareil viril du fiancé, avec le même flegme que pour du bétail. L'Église, de son côté, trace un réseau de parenté spirituelle et sanguine. Des unions trop proches sont promises à la stérilité ou à des enfants monstrueux. On annule des mariages lorsque des liens oubliés apparaissent. Tout se joue sous l'œil du village. L'impuissance masculine n'est pas qu'un embarras privé, c'est une humiliation publique. Le vocabulaire de l'époque regorge d'euphémismes cruels. La réputation d'un homme s'y attache comme à sa vaillance guerrière. Pour les femmes, la minceur du fil est vertigineuse. Un mot, un regard, une conversation au coin d'une rue, et l'on murmure. La loi reflète ces angoisses. Le viol est défini moins contre la femme que contre l'homme qui la possède. Père, mari, seigneur. La sanction dépend du rang. Un noble violentant une paysanne s'en tire d'une amende, un paysan touchant une noble risque la torture, la mort. L'adultère punit surtout l'épouse. Prise sur le fait, elle peut être tuée par son mari sans que la loi s'en émeuve, tandis que l'homme marié, lui, fréquente des servantes ou des prostituées sans poursuite si elles ne sont pas mariées. Et pourtant, à la cour, on rêve d'un autre amour. L'amour courtois, érigé en idéal, place la passion hors du mariage. Le chevalier adore sa dame dans une privation sublime qui ennoblit par la peine. Résultat, le mariage pour la procréation, l'amour pour la spiritualité. Chez les humbles, on choisit parfois, mais l'argent décide plus souvent. Si le meunier propose de meilleures conditions, on épouse le meunier et non le fils du forgeron. Certaines régions tolèrent un essai. On laisse les fiancés dormir tout habillés, séparés par une planche, le bundling board, afin d'éprouver une compatibilité sans enfreindre la doctrine et sans risque de grossesse. Les vieux rites de fécondité survivent sous des habits chrétiens. Le 1er mai conserve sa charge. On va au bois, chercher fleurs et branches pour garnir le village, et des rencontres y ont lieu hors des surveillances ordinaires. Les naissances de février, nombreuses, disent la suite. On bénit le lit d'eau sainte, mais on y cache aussi des herbes et des charmes favorables. Le besoin est vital. La mortalité des nourrissons est lourde. La survie familiale exige des enfants vivants. Le concept même de conception s'enveloppe d'Aristote et de dictons. On soutient que l'homme et la femme ont chacun une semence qui se mêle, que l'extase féminine est requise pour engendrer, que la lune, l'heure et les étoiles pèsent sur le sexe de l'enfant et son destin. Certains vont jusqu'à croire que les pratiques sexuelles peuvent infléchir la météo, comme si ciel et semences obéissaient à une même loi occulte. Les princes consultent les astrologues et les capitaines prônent l'abstinence avant la bataille, persuadés que l'acte vide une vigueur nécessaire au combat. La surveillance s'étend. L'Église nourrit des réseaux d'informateurs et la confession devient répertoire de l'intime. Prêtres qui questionnent sur la fréquence, le calendrier, la manière. Puis vient l'Inquisition. On torture pour des croyances, mais aussi pour des pratiques sexuelles. Des manuels listeront position, fréquence, sensation à interroger. Les peines veulent frapper d'effroi, cage trop basse pour les adultères, pain et eau jusqu'à l'épuisement. Castration publique pour certains violeurs, la potence souvent. Dans le même temps, la ville réglemente l'interdit. La prostitution est honnie par l'Église mais tolérée, encadrée par le pouvoir civil. On désigne des quartiers, impose des vêtements distinctifs, ordonne des visites médicales.
La panoplie du contrôle inclut des objets devenus symboles. La ceinture de chasteté, davantage mythe que banalité selon de nombreux chercheurs, n'en est pas moins signifiante. Elle figure l'obsession de tenir la sexualité féminine en laisse. On évoque aussi le droit de cuissage, droit prétendu du Seigneur sur la jeune épouse paysanne la nuit des noces. Pratique débattue dans son existence même, mais qui révèle, en creux, la vulnérabilité absolue des femmes de condition. Au quotidien, on dresse une police des mœurs. Jamais seuls, les jeunes, et les couples mariés doivent vivre leur intimité selon l'opinion commune. Pour contenir le désir, on préconise jeûne, bain froid, petit supplice du corps. On se méfie d'aliments, de musique, de spectacles qui échauffent. Et pourtant, sous les normes, se tisse une sous-culture de transgression. Des hommes et des femmes, malgré les édits, la honte et la punition, inventent des ruses, des abris, des jubilations clandestines. Les conditions matérielles ajoutent au tableau. On dort à plusieurs, on partage la même pièce avec enfants, domestiques, parents. L'intimité, au sens moderne, n'existe pas. La noblesse, seule, possède des chambres closes, des draperies, des heures oisives, des mets rares, autant d'atouts pour explorer ce que les humbles ne peuvent que rêver. Au bout du compte, le mariage vise la survie plus que l'épanouissement. Espérance de vie courte, mortalité infantile forte. On se marie pour assurer bras et descendance. Le plaisir, s'il advient, est au mieux toléré, souvent suspect. Cette histoire ne manque pas de livres. Des traités circulent, médicaux, pénitentiels, manuels matrimoniaux, mais peu y ont accès. La masse apprend par chuchotement, chansons, essais malheureux. Les catalogues du péché, dressés par Claire, trahissent parfois une curiosité minutieuse qui jure avec l'éloge de la pureté. Dans les demeures seigneuriales, des textes conseillent jusqu'à la conduite des relations pendant la grossesse. Ils attestent, pour les puissants, un savoir-faire discret, dissimulé au peuple. Revenons à la chambre de Margot. Les mains d'Henrik avancent dans le vacillement des bougies. Ce moment condense une civilisation entière. Croyances, prescriptions, peurs, règles, rumeurs, superstitions et calculs, désirs et contrôle. Sur les épaules d'une adolescente se pose religion, honneur familial, surveillance communautaire et ce qu'elle ressent elle-même. Le besoin élémentaire de survivre dans un monde qui ne la protège pas. L'intimité médiévale n'est jamais tout à fait intime, elle est publique, politique, exposée. On y gagne ou perd son âme, on y défend un nom, on y obéit à des normes qui semblent conçues pour atténuer le plaisir et maximiser la crainte. Et pourtant, à travers les siècles, quelque chose résiste. Des hommes et des femmes, malgré les édits, malgré la honte, malgré la punition, trouvent des voies, furtives parfois, vers la tendresse, la complicité, la joie. Le Moyen-Âge, en miroir, nous aide à lire nos propres obsessions. Qui contrôle quoi, au nom de qui, et pourquoi? Les pratiques étranges de l'Europe médiévale ne relèvent pas seulement de l'ignorance. Elles naissent de l'entrelacement dense entre doctrines religieuses, structures sociales, nécessités économiques et besoins humains. Comprendre ces logiques, c'est mesurer la distance parcourue et les tensions qui demeurent. Au fond, la sexualité est toujours politique, souvent dangereuse, mais essentielle à l'expérience humaine. Les gens du passé ont tâtonné entre désir et loi, plaisir et menace, amour et stratégie de survie. Le vacillement de la flamme sur le visage d'Henrik l'illumine encore. Margot, les mains tremblantes, demeure à la jointure de deux forces contraires, l'ordre du monde et ce qui, malgré tout, en elle, cherche le lien. Dans ce frôlement de doigts calleux et ses épaules crispées, il n'y a pas seulement deux personnes. Il y a le heurt entier d'une culture aux prises avec sa peur du corps et sa fascination pour lui, rejouée dans l'espace le plus intime. Un espace qui, ici, n'est jamais tout à fait privé et rarement sûr.